Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez débuté à la télévision sur la 3, vous avez toujours travaillé comme 4, en particulier quand vous avez vécu l'aventure de la 5. des chiffres liés à un parcours où on a toujours beaucoup compté sur vous. Bonjour Jean-Claude Bourré. Bonjour Jacques Pessis et bonjour à tous vos sympathiques auditeurs. Et de plus en plus nombreux, je le rappelle. Alors, vous publiez La 5, l'histoire secrète chez Guîtres et Daniel, qui est un livre très attendu depuis des années. On va en parler tout à l'heure. Mais le principe des clés d'une vie, c'est de raconter votre parcours. Alors, il y a déjà eu 2 émissions où nous sommes retrouvés, mais j'ai quand même trouvé d'autres choses. Il est incroyable. Alors, on va évoquer ce parcours qui est lié finalement, qui va arriver vers la 5 avec ce livre, cette histoire secrète. Alors, j'ai d'abord trouvé le 14 avril 70. Vous avez ce jour-là un scoop mondial. Écoutez. Hey, we've got a problem here. Apollo 13, un incendie à bord de la mission. Et celui qui trouve le scoop mondial, c'est vous, Jean-Claude Bourré. Oui, ça me touche beaucoup que vous disiez ça, parce que c'est, vous savez, une carrière de journaliste se mesure à ce que l'on a apporté aux lecteurs, aux auditeurs, aux téléspectateurs. Si on se contente évidemment de lire les dépêches, on fait son métier de journaliste, mais on n'apporte pas grand-chose. Or, l'histoire du scoop d'Apollo 13 m'a marqué, parce que d'abord, j'avais battu la presse mondiale. J'étais à Houston. Il y avait 3500 journalistes venus du monde entier. Vous étiez reporter à l'époque. J'étais envoyé spécial de France Inter, petite radio concurrente de la grande radio Sud Radio. Complémentaire, dirons-nous, voilà. Et donc tout le monde se demandait ce qui se passait dans la cabine Apollo, qui était sur le trajet Terre-Lune. Il y avait eu une explosion, on commençait à dire on ne les reverra pas vivants, parce qu'ils pouvaient pas faire demi-tour, évidemment, compte tenu des lois de la gravité universelle. Ils étaient obligés d'aller jusqu'à la Lune, de tourner derrière la Lune et de revenir vers la Terre. Ça prenait 5 jours. Donc, on se disait, ils sont foutus, quoi. Enfin, quand je disais on, c'était la plupart des spécialistes et des confrères qui étaient présents. Et moi, parce que j'ai fait mon métier de journaliste, qui consiste à bâtir un réseau d'information chaque fois qu'on s'occupe d'une institution, en l'occurrence, c'était la NASA, eh bien, j'avais monté un réseau d'information parmi les ingénieurs au sein de la NASA. Et j'ai eu la chance de... alors que depuis presque 24 ans, on se demandait quelle était l'origine de l'explosion, de voir un ingénieur qui était devenu un ami, qui est venu me voir discrètement dans la salle de presse qui était bourrée de journalistes qui arrivaient de tous les coins du monde, et qui m'a dit « Jean-Claude, vous cherchez évidemment quelle est l'origine de l'explosion ». Il a ouvert sa veste, il m'a montré une feuille sur laquelle il y avait un graphisme, et il m'a dit « Vous voyez, montée en pression et en température du réservoir d'oxygène dans le module de commande, donc c'est le système de sécurité qui n'a pas fonctionné et c'est le réservoir qui a explosé. Et je l'ai dit, et en un quart d'heure ça fait le tour du monde. Et je me souviens très bien que à peu près une demi-heure après, on m'a tapé sur l'épaule. C'était un technicien de la Bell Téléphone Compagnie qui me tend un télégramme. À l'époque, il y avait des télégrammes. Et c'était « Bravo pour ton scoop mondial, tu as une prime de 1000 francs. » Je gagnais 800 francs par mois. « Tu as une prime de 1000 francs signée le directeur général. » Alors, c'est vrai que cette histoire d'Apollo 13 a tellement marqué les gens qu'il y a eu un film catastrophe qui a été joué par Tom Hanks en particulier, mais il y a une phrase dedans qui n'est pas à la réalité, la phrase culte « Houston, nous avons eu un problème » et pas « Houston, nous avons un problème ». Parce que ce n'était pas crédible scénaristiquement de dire « on l'a eu » alors qu'on racontait pas l'histoire. Mais bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que ça a changé votre image, votre carrière à la radio d'abord. Je ne sais pas si ça a changé ma carrière, mais vous savez, quand on est dans un grand média comme Sud Radio et qu'on fait soit une série d'émissions qui marche bien, historique, soit on apporte un scoop, évidemment le regard des autres, à commencer par celui de la direction et celui des auditeurs, change. Et évidemment, concernant France Inter, c'était exactement la même chose. Quand je suis rentré, tout le monde m'a dit, tout le monde n'écoutait que toi, parce qu'on voyait que tu étais le mieux renseigné à Houston, dans la presse internationale. Et évidemment, ça fait plaisir. Alors ensuite, il y a eu un autre scoop beaucoup plus tard, quand le nuage de Tchernobyl a traversé la France, Jean-Claude Bourré.
Oui, c'est effectivement un autre scoop dans ma modeste carrière de journaliste. C'était en 1986 et j'étais à TF1 à l'époque. Et donc, il y a eu l'explosion de la centrale de Tchernobyl, avec un nuage radioactif qui a commencé à s'épandre sur l'Europe, sauf que, arrivé aux frontières françaises, il s'est mis au garde à vous, il n'a pas passé la frontière. Ouais. Et j'avais fait faire par Corinne Lalo, je me souviens, un reportage où elle était, si ma mémoire est bonne, je crois en Belgique. Elle était à 1 mètre de la frontière française et elle avait une salade et elle disait, vous voyez, cette salade, je viens de l'acheter en Belgique, là, il y a à quelques mètres d'ici, sur un marché, elle est interdite de vente, donc je ne peux pas la consommer, mais regardez, elle fait 1 mètre en avant, elle passe la frontière, elle dit là je peux la manger, là il n'y a plus de radioactivité, tout va bien. Alors évidemment j'ai bien compris que pour des raisons politiques, le gouvernement français de l'époque voulait cacher aux Français que le nuage radioactif de Tchernobyl était bien rentré sur notre territoire, évidemment, et parce que les vents ne connaissent pas les frontières, et donc j'ai fait une enquête très approfondie qui a duré 5 jours. J'ai mobilisé une dizaine de journalistes en leur donnant une mission précise, en disant toi, tu vas téléphoner au service de rayonnement ionisant d'Allemagne et tu vas essayer de savoir quel est le taux de radioactivité à la frontière entre l'Allemagne et la France. Toi, tu vas le faire au Luxembourg, toi, tu vas le faire à la Belgique, toi à l'Italie, toi à la Suisse, toi à Monaco, toi à l'Espagne, etc. Et au bout de 3 jours, j'avais sur la carte de France qui était collée dans mon bureau, j'avais la quantité de becquerel. Et on voyait que la France était cernée par une pollution radioactive qui était importante, notamment dans le sud-est, notamment en Corse. Les pauvres Corses, ils ont dégusté. Il y a eu plein de cancers de la thyroïde après, mais on a écrasé tout ça. Et quand j'ai téléphoné au professeur Pellerin qui dirigeait le service des rayonnements ionisants, il m'a dit cette phrase qui m'a fait plaisir. D'ailleurs, il m'a dit, vous êtes le seul journaliste qui a fait son travail correctement. Je viendrai demain samedi vous dire quelle est la réalité. Il est venu à samedi 13h. Il a dit cette phrase incroyable. Il a dit, le nuage radioactif a bien traversé la France. Les taux de radioactivité ont été multipliés par 400. Mais il a ajouté 400 fois 0, ça fait 0, ce qui fait que les gens n'y comprenaient plus rien. Ils ont quand même retenu que le nuage avait traversé la France et que la radioactivité avait été multipliée par 400. Enfin, il a essayé, sur ordre du gouvernement, de minimiser la gravité de la situation en disant 400 fois 0, ça fait 0. Non, ça ne faisait pas 400 fois 0. Et il y a eu malheureusement pas mal de cancers de la thyroïde qui ont été classés secret défense et placé sous silence. Alors il se trouve, Jean-Claude Bourré, que votre métier, vous avez fait une école de journalisme, mais ensuite vous avez vraiment appris votre métier sur le terrain, notamment en faisant des reportages sur tous les sujets possibles et imaginables, les élections sénatoriales, le Vietnam, le mariage de la princesse héritière du Danemark. Vous touchez absolument à tout. Ben, je crois que c'est la base de notre métier. Qu'est-ce que vous faites, vous, Jacques Pessis, tous les jours? Mais c'est pas si fréquent, ce genre de choses, de toucher à tout. Bon, si, il y a plein de, quand même, j'espère, de confrères qui touchent un petit peu à tout. Ça ouvre l'esprit, ça permet d'augmenter sa connaissance et sa culture, et ça donne des armes pour le futur, parce que vous m'avez parlé de Tchernobyl. J'ai vu, un peu naïvement à l'époque, que le gouvernement pouvait mentir au peuple. C'était inimaginable pour moi, j'étais un tout jeune journaliste, qu'un gouvernement puisse mentir, surtout dans un dossier aussi considérablement grave. Et là, je me suis rendu compte qu'il fallait pas être naïf, que, évidemment, tous ceux qui ne sont pas complotistes sont des naïfs, et que seuls ceux qui savent que le monde entier fonctionne par complot sont dans la vérité. Alors, vous avez vécu aussi un moment qui a failli être historique. Vous auriez pu être le dernier à voir le général de Gaulle vivant, juste avant son départ de Baden-Baden, parce que vous étiez à côté de la Boisserie ce jour-là. Oui, j'étais à côté de la Boisserie et j'avais appris par mon école de journalisme, le centre de formation des journalistes à Paris, et par le contact avec la réalité du reportage, que rien ne servait d'avoir un scoop mondial si on ne pouvait pas le transmettre aux médias qui nous employaient.
Donc la première chose que je faisais quand j'étais quelque part, à une époque où, je le rappelle pour les jeunes auditeurs, il n'y avait évidemment pas les portables, et où nous étions obligés d'avoir un téléphone à fil, vous savez, ces vieux téléphones à cadran qu'on voit dans les vieux films, j'étais préoccupé par la retransmission d'une éventuelle information intéressante. Donc j'ai regardé à partir de la boisserie, je me souviens très bien de la petite rue dans laquelle il y avait l'entrée de la propriété du général de Gaulle, de la propriété privée, et j'ai vu qu'il y avait un fil de téléphone qui aboutissait à une ferme. Je suis rentré dans la cour de la ferme. Et j'ai cherché un paysan, et il y en avait un sur son tracteur, je l'ai hélé, et je lui ai dit, monsieur, vous avez bien un téléphone? Alors j'ai dit, je suis journaliste à France Inter. Alors il m'a dit, oui, j'ai un téléphone. J'ai dit, monsieur, je vais vous demander, est-ce que vous seriez d'accord pour que je mobilise votre téléphone, vous ne le prêtez qu'à moi, et voilà un billet de 10 000 francs. Alors 10 000 francs, ça faisait 100 nouveaux francs. 100 nouveaux francs, ce serait peut-être l'équivalent de 200 € d'aujourd'hui. Et donc il était estomaqué. Je lui donne un gros billet, comme ça, c'était les plus gros billets de l'époque. Il m'a dit, ah, vous faites pas de soucis, France Inter, voilà, c'est pour vous. Et puis le général de Gaulle réapparaît. Donc on est tous mobilisés, il y a tous les confrères qui arrivent, RTL, Europe 1, etc. Et puis, évidemment, la première chose qu'ils font, c'est de chercher un téléphone, parce qu'il n'y a pas de portable. Et ils suivent le fil du téléphone. Et ils rentrent dans la cour. Et dans la cour, il y avait un paysan avec un fusil. Qui disait, c'est pour le France Inter, touchez pas. Et puis je suis arrivé, j'ai pu téléphoner sous les insultes amicales, évidemment, de mes confrères, mais j'ai appris des choses à travers cette petite anecdote. Voilà, et vous étiez déjà un journaliste branché. Ce qui a continué. C'est le cas de le dire. Celle qui va continuer avec une autre date, le 9 mars 2015. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Claude Bourré. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Claude Bourré, à l'occasion de la sortie de ce livre, La 5, l'histoire secrète, qu'on attendait depuis des années, chez Guy Trédaniel. On va en parler tout à l'heure, mais on revient à votre parcours avec une autre date, le 9 mars 2015. Ce jour-là, vous êtes à Nancy et vous évoquez un sujet cher à votre cœur. La technique du gendarme, c'est de bien observer. Chanson de Bourvil, devenue un classique, puisque c'est dans le film Le Roi Pandore, où il se fait appeler Joseph Ménard, comme dans tous ses premiers films, qui était un hommage à son beau-père, c'était le nom de son beau-père. Et je dis que Nancy, ce jour-là, les gendarmes, vous êtes l'invité d'honneur du dîner-conférence des amis de la gendarmerie. Vous en souvenez de ce soir-là? Oui, tout à fait. J'avais fait une conférence au bénéfice de je ne sais plus quelle association amicale gendarmique, une conférence gratuite évidemment, et j'ai besoin de le préciser. Et oui, j'ai des rapports tout à fait affectueux avec les gendarmes, tout simplement parce que mon oncle, enfin l'un de mes oncles, était maréchal des logis-chefs. Il a commencé sa carrière en Guinée-Conakry. Il me racontait des histoires extraordinaires. Je vais vous en raconter une histoire extraordinaire. Donc, il était commandant de gendarmerie. Il a eu d'ailleurs, parmi ses soldats, qui étaient tous des Guinéens, des Noirs, lui, c'était le seul blanc, il a eu le général Conté, qui est mort en 2000, je sais plus, 14 ou 15, un truc comme ça, qui était deuxième classe. Et quand j'ai été reçu par le général qui est devenu président de la Guinée-Conakry et qui est mort d'une maladie dans les années 2010-2015, et qui m'a reçu au palais présidentiel, et qui me disait, moi j'ai été sous les ordres du commandant Bourré. Il n'était pas commandant, il était commandant de la brigade, maréchal des logis-chefs. Chaque fois qu'il venait en vacances en France, venant d'Afrique, il me racontait des histoires extraordinaires. En voici une. Il m'a dit, un jour, j'ai un de mes gars, un de mes gendarmes, qui a arrêté un monsieur qui faisait du scandale sur le marché parce qu'il était ivre-mort. Alors mon oncle dit, bon, mettez-le en cellule de dégrisement, on le libérera demain matin, il aura des saoulés. Et puis il me dit, vers 3h du matin, alors que je dormais, j'entends des hurlements venant de la cellule. Alors il me dit, je commence à m'habiller pour aller voir ce qui se passe, et puis les hurlements s'affaiblissent assez rapidement, et puis plus rien. Je me suis dit, bon, il a fait
crise de délirium tremens, il s'est rendormi, je vais me rendormir aussi. Et puis à 6h du matin, le PAM, comme on dit en gendarmerie, le premier à marcher, vient frapper à ma porte, et il me dit mon commandant, venez vite voir. Alors qu'est-ce qui se passe? Venez voir mon commandant. Alors je m'habille, je mets mon uniforme, je descends, je vais à la cellule où le gars avait été enfermé la veille, et là, je découvre un squelette. Un squelette absolument nickel. Il n'y avait pas la moindre peau, la moindre trace de chair sur le squelette. Il avait été entièrement nettoyé. Parce qu'il y avait une colonne de fourmis qui était passée par la cellule cette nuit-là. Elles se mettent sur le corps de la personne à attaquer et à un signal, elles attaquent et elles prennent à chaque fois un bout de chair gros comme la moitié du petit ongle. Donc, en l'espace d'une minute, vous êtes dévoré vivant. Alors voilà, c'est l'une des... Incroyable. C'est l'une des histoires que mon oncle Jean Bourré m'avait racontées. Maréchal des logis, au départ, l'expression est née parce que c'était responsable des écuries. Exact. Alors, la gendarmerie nationale, vos rapports ont évolué à la suite de l'affaire des paillotes de chez Francis en Corse, où vous les avez aidés dans la communication, Jean-Claude Bourré. Oui, j'ai toujours été très proche des directeurs de la gendarmerie nationale, y compris le général 5 étoiles actuel, qui est là depuis assez longtemps, d'ailleurs, je crois qu'il est là depuis 4 ans, et ils m'ont toujours demandé de les aider quand ils avaient un problème de communication. Et dans l'affaire des paillotes, qui était une affaire terrifiante pour la gendarmerie, parce que c'était des gendarmes qui s'étaient mis hors la loi sur ordre d'un préfet pour aller mettre le feu à des paillotes, c'est-à-dire des petits restaurants qui étaient sur les plages de Corse, et qu'on n'arrivait pas à démanteler via la loi. Alors le préfet s'était un peu énervé, enfin on connaît l'histoire, et il a demandé à un commando de gendarmes volontaires d'aller mettre le feu aux paillotes. Mais comme les gendarmes n'ont pas l'habitude, fort heureusement, de marcher sur la loi, ils ont commis quelques erreurs en laissant notamment un poste talkie-walkie de la gendarmerie, ce qui fait que leurs collègues n'ont pas eu beaucoup de mal à remonter la piste. Alors, vous avez beaucoup travaillé avec les gendarmes, mais aussi pour l'histoire de la gendarmerie, puisque à Nancy, ce jour-là, vous dédicacez une histoire de la gendarmerie en bande dessinée, ce qui est quand même très original. Oui, j'ai eu le privilège de faire cet ouvrage qui s'appelle Histoire de la gendarmerie nationale en bande dessinée, et qui raconte toute l'histoire de la gendarmerie, que beaucoup de gendarmes d'ailleurs ne connaissent pas, parce que c'est une histoire tellement longue et riche, qui date de plus de 6 siècles, et en bande dessinée ça passe très bien, parce que ça intéresse aussi bien les sous-officiers, les officiers, que les enfants des gendarmes, et ceux qui sont pas gendarmes évidemment. Et puis il y a des choses qu'on vous doit, par exemple la barre bleu, blanc, rouge sur les voitures des gendarmes, c'est grâce à vous, Jean-Claude Bourré. Ah, c'est une histoire extraordinaire. Pas que les gendarmes, d'ailleurs, parce que moi, j'ai toujours été préoccupé par la sécurité quand je voyais des accidents qui auraient pu être évités si on avait eu l'esprit un peu de sécurité, qui consiste à ne pas marcher sur le bord d'une autoroute la nuit avec des vêtements tout noirs, vous voyez, des choses extrêmement simples. Et je voyais souvent un premier accident de voiture sur une autoroute ou dans la ville, et puis ensuite un deuxième accident beaucoup plus grave, parce que les gyrophares des voitures de police à l'époque étaient très faibles, et que quand ils venaient sur un accident matériel avec éventuellement un blessé léger, vous aviez des poids lourds qui arrivaient à 80 à l'heure et qui voyaient pas qu'il y avait un accident, qui rentraient là-dedans, et ça faisait 2 ou 3 morts. Donc j'ai eu l'idée de dire il faudrait que les voitures de police soient blanches, et il faudrait qu'il y ait des rampes de gyrophares comme aux États-Unis. Et le directeur de la police nationale, monsieur Bonnet, qui était non pas directeur de la police mais ministre de l'Intérieur, m'a dit écoutez Jean-Claude, moi je suis d'accord pour que les voitures de police soient blanches et pour qu'il y ait des rampes de gyrophares, mais j'ai pas d'argent. Si vous m'obtenez ça gratuitement, pas de problème. Ah, il fallait pas me le dire 2 fois. Je suis allé voir Peugeot, monsieur Peugeot, le président du directoire de Peugeot. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez mettre à la disposition du ministère de l'Intérieur 6 voitures et les entretenir gratuitement pendant 1 an? Je lui ai expliqué un peu pourquoi. Il m'a dit, c'est d'accord. Je suis allé voir l'importateur des rampes de gyrophares américaines. Vous savez qu'on voit dans tous les films et qu'on voit partout, parce que maintenant toutes les voitures ont des rampes de gyrophares. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez installer 6 rampes de gyrophares
gyrophares sur ces 6 voitures que j'ai obtenues gratuitement. Parce qu'il les mettait sur les voitures de police belges. Vous voyez, on se moque des Belges, mais ils sont plus intelligents que nous. Et sur les voitures de police allemande. Il m'a dit d'accord. Et donc, ces 6 voitures, ont fait école, parce que c'était les commissaires divisionnaires qui se les attribuaient. Ils étaient tellement contents d'avoir des rampes de gyrophares et puis le pimpon spécial. Et voilà comment tout a commencé. Voilà. Et vous avez quand même un confrère célèbre aussi, qui est également gendarme. L'autre gendarme célèbre, c'est Louis de Funès. Et il y a eu Louis de Funès avec les extraterrestres. Le gendarme et les extraterrestres, c'est un film qui vous a forcément marqué. Alors, il a fait plus que me marquer, parce que comme déjà à l'époque, j'étais classé un peu Jean-Claude Bourré, objet volant non identifié, mon rédacteur en chef, Christian Bernadac, m'a dit « Tiens, il y a De Funès qui tourne un film, Les gendarmes et les extraterrestres à Saint-Tropez, tu vas y aller ». Donc j'étais content, j'y vais. Je dîne d'ailleurs avec Louis de Funès et sa femme sous une tente où il y avait tout le personnel du film, je sais pas, 100 ou 120 personnes. Et puis il y avait une scène que ceux qui ont vu les gendarmes et les extraterrestres ont évidemment remarqué, c'est l'arrivée de la soucoupe volante de nuit. Oui. Et donc il était minuit, on tournait, il y avait des caméras partout, des éclairagistes, etc., des assistants. Et moi j'étais seul avec De Funès sur le sommet d'une petite colline, avec la soucoupe volante qui avait été construite en décor, qui était à 30 mètres de nous, et on devait, avec l'ensemble des gendarmes tournant avec De Funès, on devait, enfin pas moi, mais on devait filmer la simulation de l'arrivée de la soucoupe volante, c'est-à-dire les regards des 6 gendarmes qui regardaient le ciel et puis qui voyaient la soucoupe atterrir, et là il y avait ce qu'on appelle un plan raccord, et on voyait la soucoupe volante, et on enchaînait dans le film. Sauf que c'est très difficile la nuit pour que les acteurs aient exactement le même regard. Donc il y a eu un assistant qui a dit « Ah mais j'ai une idée », il s'est adressé au réalisateur, « Je vais mettre une petite lampe de poche accrochée à une longue perche, et puis on va faire baisser la perche comme ça, et ils vont pouvoir la suivre, et les regards seront nickel. » C'est ce qui a été fait. Et je me suis trouvé à un moment donné seul avec De Funès. Il était un peu timide, moi aussi d'ailleurs, et il m'a dit « Ah, vous savez, moi j'aime bien jouer les personnages très veules. » Alors, il a imité le gars qui dit bonjour à son président. « Bonjour, monsieur le président !» Et il était courbé en deux devant moi et tout, on a rigolé, c'était merveilleux. C'est un beau souvenir, avant d'autres. Et un autre souvenir important, ça s'est passé le 15 septembre 1984. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Claude Bourré. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Claude Bourré, la 5, l'histoire secrète chez Guy Trédaniel. On va commencer à en parler dans cette séquence, un livre qu'on a entendu depuis longtemps, parce que je vais évoquer une date qui a marqué quelqu'un dont on va parler ensuite, le 15 septembre 1984, première de cette émission. Petit matin, les plus croissants chauds. C'est Bonjour la France. Eh oui, Bonjour la France. Alors, curieusement, cette émission était la première émission de télévision du matin. Curieusement, depuis quelques jours, on en parle, alors qu'elle avait été totalement oubliée. Oui, parce que j'ai eu le privilège de créer en France la première télévision du matin, en 84. Sur un modèle américain. Je n'ai pas pris de modèle. Oui, mais Good Morning America existait aux États-Unis. Ah bah oui, bien sûr, Good Morning America existait. Je pense que dans l'esprit de ceux qui m'ont mis au matin, m'enlevant du journal de 20 heures, pour des raisons que je raconte d'ailleurs dans le livre coécrit avec Bérangère Danigo, eh bien, effectivement, ils ont dû se dire, tiens, on va mettre Bourré au matin, comme ça, et il nous embêtera plus avec ses scoops, parce que j'ai été viré du journal de 20 heures, comme je le raconte dans la 5, l'histoire secrète, parce que j'avais fait mon métier de journaliste. C'était la manifestation en faveur de l'école libre. Le gouvernement de gauche était en place. Il y avait eu des manifestations très importantes, 500 000 personnes à Versailles quelques semaines avant, et on se demandait, puisque c'était la manifestation finale, combien il y aurait de manifestants à Paris. Et je me rends compte, à 19h30, c'est-à-dire une demi-heure avant le 20h, que l'AFP et le ministère de l'Intérieur n'ont donné aucune estimation, ce qu'ils font d'habitude. Donc je téléphone au ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, et je lui dis, monsieur le ministre, comment se fait-il que on n'ait pas encore d'estimation pour le journal de 20 heures de TF1 ? Alors il me dit, écoutez, j'ai pas le temps de vous répondre, mais je vous passe ma directrice de la communication. Donc il me passe sa directrice qui me dit, on ne donnera pas d'estimation.
J'ai dit, mais c'est incroyable, vous vous rendez compte que je vais commencer le 20h tout à l'heure en disant, il y a eu 2 millions de manifestants selon les organisateurs, et pour la première fois, le ministère de l'Intérieur n'a voulu donner aucune estimation, ça va complètement crédibiliser le nombre donné par les organisateurs. Alors elle me dit, ah bon sang, j'ai pas pensé à ça, je vous rappelle. Elle me rappelle 5 minutes après, donc à 8h moins 20, et elle me dit, 800 000, chiffre, nombre pas tout à fait définitif. Bon. Alors je dis, et depuis combien de temps il n'y a pas eu 800 000 manifestants à Paris selon le ministère de l'Intérieur? Elle me dit, ah vous et vos questions. Et elle me rappelle encore 5 minutes après, donc j'étais à un quart d'heure de l'antenne, elle me dit, depuis la Libération. Et je commence le journal de 20h en disant, Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir. Paris a vécu aujourd'hui sa plus grande manifestation depuis la Libération, manifestation en faveur de l'école libre avec 800 000 manifestants selon les propres chiffres du ministère de l'Intérieur, etc. Et Mitterrand, le président Mitterrand, regardait mon journal, il se tourne vers ses collaborateurs, on me l'a raconté par la suite, et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il pensait que tout avait été verrouillé, l'AFP ne disait rien, le ministère de l'Intérieur ne disait rien, il pensait qu'il n'y aurait pas d'estimation, pas de nombre donné à l'antenne. Malheureusement, j'ai fait mon métier de journaliste. Alors ça fait un scandale, puisque je me souviens très bien, quand le générique de fin a été lancé, tout de suite le haut-parleur est intervenu sur le studio rue Cognac-G, et on m'a dit, bourrez tout de suite dans le bureau du directeur, qui était Alain Danvers, un sympathique confrère, qui avait été nommé directeur de la rédaction de TF1, passant du grade de petit reporter, je dis ça sans mépris, hein, parce que j'ai été petit reporter moi aussi, mais de petit reporter au grade de directeur de la rédaction, c'est un peu comme si dans l'armée, un sergent-chef était d'un seul coup promu général de division ou général de brigade. Voilà. Alors il me fait venir en me disant, alors, mais où as-tu vu ça, qu'il y avait 800 000 et que c'était la plus grande manifestation depuis la Libération? J'ai dit, mais moi j'ai fait mon travail de journaliste, mon vieux, j'ai puisé aux meilleures sources. Il me dit, ah oui, tes amis de droite, parce que dès l'instant où on n'avait pas la carte du PS, on était à droite à l'époque. Alors j'ai dit, non, tes amis à toi, hein, c'est monsieur Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur, je crois qu'il est socialiste. Ah bon, t'as eu Defferre? Alors j'ai dit, oui. Bon, on va régler ça, mais l'Élysée est pas content. Je dis, mais moi, je fais pas mon travail pour l'Élysée. Je fais mon travail pour les téléspectateurs. Et puis à partir de là, évidemment, il y a eu des pressions politiques de la gauche en disant on peut pas garder Bourré, il est pas sûr. Donc ils ont pas pu me virer parce que ça, je pense que ça aurait fait un certain scandale. Donc ils m'ont présenté ça de façon intelligente. Ils m'ont dit, Jean-Claude, tu as beaucoup de talent, donc tu vas créer la première télévision du matin. C'est formidable. Alors, et voilà comment j'ai créé Bonjour la France. Alors vous l'avez créé avec des formules nouvelles, le rythme dans les reportages, une présentation différente, des choses d'aujourd'hui. Qui fonctionne toujours, oui, bien sûr. J'ai créé le premier journal de 6 minutes sur TF1 dans Bonjour la France. Les petits reportages qui étaient très courts, qui faisaient 30 secondes à l'époque, ce qui était hallucinant parce qu'il y avait une bande son et une bande vidéo, pas vidéo, mais une bande film. Donc c'était très difficile techniquement. Évidemment, quand je suis passé sur la scène, comme c'était des cassettes, alors là, c'était merveilleux. Alors, vous racontez dans ce livre que vous signez donc avec Bérangère Danigo, La 5 Histoire secrète, c'est comme ça que Silvio Berlusconi vous a repéré, Jean-Claude Bourré. Et oui, finalement, d'un négatif, on a fait un positif, parce que Berlusconi regardait les chaînes de télévision en France, et notamment la première télévision du matin. Il a vu un petit bonhomme, Jean-Claude Bourré, il a dit, tiens, il a pas l'air d'avoir les deux pieds dans le même sabot, donc il m'a convoqué, puis voilà comment tout s'est fait. Et vous racontez dans ce livre comment Silvio Berlusconi, finalement, a conquis l'Italie en profitant de la libération des télé locales, et comment il est arrivé en France grâce au président du Conseil, qui était un ami d'enfance. Ah oui, puis alors, l'intelligence de cet homme et sa gentillesse, parce que c'était un homme redoutable, hein, c'était l'un des hommes les plus riches d'Europe. Et d'ailleurs, Patrick Lelay, qui était le numéro 1 de TF1, m'avait dit, ne va pas avec lui, c'est un mec de la mafia. Enfin, en Italie, à partir du moment où on arrive à un certain niveau, on est obligé d'avoir des contacts avec la mafia, j'imagine. Mais il avait des idées absolument géniales.
C'est-à-dire qu'il est arrivé à la télévision, il a tout inventé, il vous a repéré, et je crois qu'il avait une spécialité, il avait été aussi chanteur de charme, et quand il vous voyait, il vous chantait des chansons en s'accompagnant au piano. Ah oui, il était très décontracté, il était d'un commerce très agréable, très sympathique, on se sentait tout de suite à l'aise avec lui, mais c'était un homme qui commercialement était redoutable. Et justement, donc, si François Mitterrand l'a connu, c'est grâce à Benigno Craxi, président du Conseil. Ils se sont rencontrés un jour lors d'une communauté européenne, et vous révélez dans ce livre, Jean-Claude Bourré, que finalement, il est arrivé en France grâce à ce rendez-vous. Oui, alors, il faut bien comprendre qu'à l'époque, c'est-à-dire en 1986-87, il n'y avait en France que 3 chaînes de télévision d'État. TF1, France 2, France 3. Et il n'y avait pas de chaîne privée. Donc, le pouvoir socialiste qui était au pouvoir à l'Élysée, à Matignon, etc., et dans tous les ministères, craignait que la droite ne revienne au pouvoir via les élections. Et donc, Mitterrand voulait essayer d'avoir une chaîne de télévision indépendante du pouvoir politique, donc une chaîne de télévision privée. Et comme Berlusconi était classé à gauche, il a facilité l'arrivée de Berlusconi pour qu'il ait la 5 et pour que la gauche ait une chaîne de télévision. Mais ça s'est pas tout à fait passé comme il l'imaginait. Oui, mais en même temps, Berlusconi, à l'époque, personne ne le connaissait, ça a fait scandale. Oui, oui. Ça a fait scandale, mais les metteurs en scène se sont déchaînés contre lui parce qu'ils voulaient des coupures publicitaires dans les films. Oui, oui, tout à fait. Et puis maintenant, évidemment, c'est rentré dans les mœurs. Alors, il a vraiment fait un numéro en arrivant avec du Coca-Cola, des spaghettis, c'était extraordinaire, c'était un show. Oui, et puis quand il a créé la 5 avec plein de vedettes à l'ouverture en 86, il a dit la 5 ce sera une télévision, non pas une télévision champagne, mais une télévision Beaujolais. Donc il savait parler aux Français. Et vous avez découvert cette époque-là, ensuite, lorsque Robert Hersan est arrivé, parce que Berlusconi, ça n'a pas marché. C'est pas que ça n'a pas marché, c'est que la droite a repris le pouvoir politiquement, donc il a fallu que Berlusconi partage le pouvoir avec Hersan, qui avait en fait la barre sur Berlusconi. Berlusconi avait apporté les capitaux, Hersan aussi, mais Bérangère Danigo raconte tout ça très bien dans notre œuvre commune, et il a évidemment, en homme intelligent, il n'a pas fait la bagarre, il a essayé d'aider Hersan à faire en sorte que la 5 soit un succès, parce que c'était l'intérêt des deux. Voilà. Et c'est là où vous arrivez, lorsque Robert Hersan vous propose de passer sur la 5, alors que vous êtes sur TF1, Jean-Claude Bourré. Oui, tout à fait. Alors là, j'ai vécu une série d'événements que je raconte dans ce livre qui sont, à proprement parler, tout à fait extraordinaires. D'abord, j'ai été reçu par Berlusconi et Hersan dans les bureaux de Berlusconi sur les Champs-Élysées. Et on a discuté un petit peu, je gagnais l'équivalent, j'ai fait le calcul, de 6 000 € comme rédacteur en chef, 6 000 € par mois comme rédacteur en chef et présentateur des journaux du week-end sur TF1, et Berlusconi Hersan me propose 12 000. Évidemment, comme tout le monde, je préfère gagner 12 000 que 6 000 €. Mais l'argent n'est pas ma motivation première et j'en fais la démonstration. Parce que quand Bouygues, qui était mon patron, puisque j'étais encore employé de TF1, a su que Berlusconi Hersan essayait de me débaucher, il m'a fait venir, et je vous la fais courte, mais je la raconte dans le livre, il m'a proposé 110 000 € par mois, vous entendez bien. Et ce n'est pas tout, 110 000 € par mois, plus une voiture avec un chauffeur 7 jours sur 7, plus une carte de crédit avec des frais illimités, me dit-il. Mais j'ai dit quoi? Ça veut dire quoi, monsieur le président, des frais illimités? Mais vous pouvez dépenser 100 000 francs par jour si vous voulez. Donc c'était l'équivalent de 150 000 € par mois. Et j'ai dit non. J'ai dit non à ces 150 000 € par mois et je suis parti pour 12 000 € par mois sur la 5. Je vais pas faire pleurer dans les chaumières pour ça, mais c'est la démonstration que l'argent n'est pas ma motivation. Et puis vous sentiez qu'il y avait quelque chose derrière tout ça? Je sentais surtout, vous savez, moi je suis un petit-fils de paysan, j'ai les pieds sur terre, donc je me disais, mais comment tu peux valoir le lundi 6 000 € par mois, le mardi 12 000 et le mercredi 150 000. Donc je me disais, là il y a quelque chose qui va pas, c'est pas normal, cette débauche d'argent, c'est pas sain, donc j'ai dit non. Et vous avez exigé une seule chose, la liberté de parole et les yeux dans les yeux face à Robert Hersan, Jean-Claude Bourré. Ah oui, ça m'a marqué parce que on était tous les trois.
il y avait Silvio Berlusconi, Robert Hersan et moi. On discutait un petit moment, et puis j'ai dit, alors il me disait, il faut que vous veniez sur la 5, sur la Cinque. Alors j'ai dit, bon, au bout d'un moment, j'ai dit, écoutez, je suis d'accord, mais là, on est tous les trois, je vous demande simplement une chose, de ne jamais faire pression sur moi, de ne jamais intervenir dans mes journaux. Et alors là, Hersan m'a regardé, j'étais à 1 mètre de lui, dans son fauteuil, il était face à moi. Il n'était pas derrière le bureau, il a mis le fauteuil devant le bureau. Donc on était vraiment face à face, dans 2 fauteuils, et ça a duré au moins 30 secondes. Et je m'en souviens très bien. Il m'a fixé des yeux, il m'a pénétré comme ça du regard, j'ai soutenu son regard, ça a duré 30 secondes. Je peux vous dire que 30 secondes de silence, surtout quand vous êtes face à un monument comme Hersan. Et au bout de 30 secondes, il m'a dit, c'est d'accord. Et il n'est jamais intervenu en près de 5 ans dans les journaux que je présentais. En revanche, il me téléphonait de temps en temps, il me disait, vous savez, votre invention du duel avec le vote par téléphone, j'ai des pressions du parti politique, mais vous faites ce que vous voulez, il n'y a aucun souci. Et bien justement, ce duel et d'autres choses, ça figure dans ce livre dont on va reparler à travers la date de la sortie, le 16 novembre 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Claude Bourré. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jean-Claude Bourré. Donc le 16 novembre 2023 est sorti ce livre, La 5, l'histoire secrète, que vous co-signez avec Bérangère Danigo chez Guy Daniel. C'est un livre qu'on attendait depuis longtemps, qui est sous-titré Les révélations choc de Jean-Claude Bourré. Ça fait quand même des années que vous auriez dû l'écrire, Jean-Claude Bourré. Je n'ai pas vraiment envie de l'écrire et je remercie Bérangère Danigo parce que c'est elle qui m'a poussé. Vous savez, c'est une histoire extraordinaire parce que Bérangère Danigo est journaliste professionnelle. Elle a sa carte de presse. Or, qui est Bérangère Danigo ? C'était l'une des téléspectatrices de la 5. Elle est venue avec son frère à la fin de la 5 pour soutenir l'association de défense de la 5. Et puis... comme d'habitude, les gens qui venaient essayaient de me rencontrer, donc j'ai rencontré Bérangère Danigo, son frère, et bien d'autres téléspectateurs évidemment, et j'ai remarqué son intelligence, sa culture, elle écrit sans faire de faute d'orthographe, elle a un sérieux dans la recherche des documents qui est tout à fait remarquable, tous ceux qui ont lu le livre me l'ont dit, et donc on l'a engagée à la 5, à l'association de défense de la 5, elle a eu sa carte de presse, et depuis elle travaille comme journaliste dans divers médias, diverses associations culturelles, etc. Et vous avez décidé de raconter cette histoire qui a débuté donc le 14 septembre 1987 à 12h30. Le journal, présenté par Jean-Claude Bourré pour la première fois, après des semaines de préparation et de répétition, ce qui n'était pas simple. Des semaines angoissantes parce que on a commencé le 1er juillet 1987 dans le but de faire le premier journal télévisé à la mi-septembre 87, donc 2 mois et demi après. Alors on se disait tous dans nos têtes, bon, il va y avoir évidemment quelques problèmes techniques au départ, et puis au bout de 15 jours, 3 semaines, ils seront réglés. Sauf que fin juillet, après 1 mois de répétition tous les jours, y compris le samedi et le dimanche, 13h et 20h, il y avait encore plein de pannes, quelquefois qui duraient 2 heures. Puis au mois d'août, ça a continué, il y avait encore des pannes. Puis au mois de septembre, la veille du jour où on a été en direct, je crois que c'était le 14 ou le 15 septembre. 14 septembre 1987, on a eu une panne d'1 demi-heure. Et je me disais dans ma tête, si jamais demain... on fait le journal télévisé en direct avec des millions de gens qui vont regarder ça, et notamment les confrères qui attendent pour nous assassiner, eh bien, ça va être catastrophique. Et on a fait un journal nickel. Alors, il y avait beaucoup de rythme, mais pas de prompteur, parce que vous avez toujours détesté le prompteur. Oui, le prompteur, je ne l'ai pas détesté, mais simplement, comme je faisais beaucoup de directs extérieurs où il n'y avait pas de prompteur, j'ai appris à travailler sans prompteur. Quand il y avait un prompteur, ça donnait une aisance. J'ai travaillé évidemment avec le prompteur sur la 5, mais la plupart du temps, effectivement, surtout quand j'étais en extérieur, c'était sans prompteur. Et le prompteur, on ne le sait pas assez, a été rapporté des États-Unis par un certain Pierre Bellemare. Ah, je ne savais pas. C'est lui qui l'a amené, et ensuite ce sont Roger Giquel et Philippe Gildas qui ont été les premiers à l'utiliser, et
Zitrone, Léon Zitrone a refusé d'utiliser. Ah, c'est bien possible. En tout cas, concernant Roger Gicquel, je me souviens de son premier journal, le lundi 5 ou 6 janvier 1975, et je lui avais dit, j'avais pris la bande du prompteur, parce qu'à l'époque, c'était pas électronique, c'était vraiment une bande de papier qui courait sous une caméra. Je lui avais dit, garde cette bande parce qu'elle est historique. C'est le premier journal télévisé de TF1 indépendante, alors qu'avant, c'était le RTF. Alors, sur la 5, vous avez une petite équipe, rien à voir avec TF1, des jeunes très motivés. Je me souviens d'ailleurs qu'il y avait François Barouin qui devait démarrer à cette époque-là, mais des jeunes que vous avez motivés. C'était important pour vous. Oui, les jeunes qui venaient avec nous, la plupart des gens de la rédaction avaient moins de 30 ans et quelquefois moins de 25 ans. C'était la première fois qu'ils étaient dans une grande rédaction, évidemment la première fois qu'ils faisaient de la télévision, et donc j'ai eu à cœur, comme d'ailleurs la plupart de mes confrères anciens qui étaient à mes côtés, de leur donner la liberté. C'est-à-dire qu'ils faisaient de la télévision sans aucune directive, ce qui n'existe pas dans la plupart des chaînes de télévision classiques, parce que quand on dit tu vas faire une interview, on va dire tu vas faire une interview d'un tel, et tu lui poses telle et telle question, tu le fais parler sur tel thème. Là, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et ils ont cru que c'était ça la télévision. Et quand la 5 est morte et qu'ils se sont présentés sur TF1, France 2, France 3, etc., ils me téléphonaient en disant « Oh là là, c'est catastrophique, je ne savais pas que ça se passait comme ça ». Et la liberté était telle que vous avez créé cette émission dont vous avez cité le titre voici quelques instants, Duel sur la 5. Ça aussi, non seulement c'est nouveau, mais vous avez ouvert la voie à ce qui se passe aujourd'hui à la télévision, Jean-Claude Bourré. Pas forcément, parce que personne n'a repris Duel sur la 5. Pour une raison très simple, c'est que Duel sur la 5, c'était la liberté totale. D'une part, je prenais un thème. Alors, par exemple, sur ma page Facebook, il y a quelqu'un qui a trouvé dans les archives de l'INA l'un des duels historiques que j'ai présenté, qui était Jean-Marie Le Pen face à un ministre socialiste qui était pro un peu immigration, Le Pen étant anti-immigration. Et mon but, quand je faisais Duel sur la 5, c'était de me taire. Donc je me taisais pendant 20 ou 25 minutes, et quand j'ai constaté que ça aboutissait souvent à une foire d'empoigne, c'est-à-dire que les deux protagonistes voulaient absolument avoir raison et parler l'un sur l'autre, j'ai eu l'idée d'imaginer 2 sabliers de 2 minutes que j'ai fait faire spécialement, ce qui fait que quand ça devenait trop chaud et qu'on comprenait plus rien, il y avait l'un des invités qui prenait son sablier, qui le retournait. La règle du jeu, c'était que son adversaire devait se taire pendant les 2 minutes, parce que si jamais il parlait pendant les 2 minutes, le gars avait 2 minutes supplémentaires. Donc je les voyais qui s'accrochaient à la table, et dès que l'autre avait fini, que le dernier grain de sable était tombé, il prenait son sablier et le retournait. C'était à son tour d'avoir 2 minutes de tranquillité pour exposer ses arguments. Mais quand je dis que c'est une formule qui a été reprise aujourd'hui, il y avait l'avis des téléspectateurs, ce qu'on fait à Sud Radio avec nos auditeurs, qui appellent quotidiennement Sud Radio, et ça n'existait pas à la télévision. Ah bah Sud Radio est peut-être la seule radio à le faire, parce que le pouvoir politique, vous savez, j'ai pris un petit déjeuner il y a pas très longtemps avec un ancien Premier ministre de Chirac, qui m'a dit « On vous a jamais nommé président de chaîne parce que vous n'étiez pas sûr, et parce que vous donniez la parole au peuple, vous faisiez de la démocratie en direct, tout ce dont le personnel politique a horreur. » C'est extraordinaire qu'un homme politique dise ça. Et donc, effectivement, les téléspectateurs de pas de France 5, de la 5, pouvaient voter pour l'un ou l'autre. Ce qui fait qu'à l'issue du débat, on savait qui avait emporté l'adhésion d'une majorité de téléspectateurs. Mais là non plus, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et ça s'est repris aujourd'hui. De même, la question du jour qu'on voit dans les journaux aujourd'hui, dans les quotidiens, ça aussi, vous l'avez inventé sur la 5, Jean-Claude Bourré. Je l'ai inventé sur la 5 parce que, à un moment donné, j'étais professeur au centre de formation des journalistes, et je leur demandais d'aller faire un reportage sur des mots qu'ils emploient tous les jours. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des mots, le Parlement, le Sénat, même l'Assemblée nationale, même un député. On se rend compte que les gens, souvent, ne savent pas exactement comment fonctionnent nos institutions. Donc je leur disais, vous allez dans la rue, vous interviewez 15 personnes, ce qui fait qu'on pouvait faire de la pédagogie sans dire aux téléspectateurs que c'était des incultes, parce qu'ils voyaient que les autres ne savaient pas non plus, et on leur donnait la solution, et on faisait de la pédagogie et de la culture.
Voilà. Et cette question du jour, il y avait des réponses tous les jours. Oh, incroyable. Surréaliste, c'est-à-dire vous le racontez dans ce livre. Et votre plus belle récompense, et vous le racontez encore dans ce livre, La 5 histoires secrètes, c'est le jour où Guillaume Durand a reçu un 7 d'or, Jean-Claude Bourré. Oui, Guillaume Durand est un très grand journaliste qui est venu sur la 5 parce que il faisait partie des espoirs et il a montré que il avait par ses capacités et son talent une maîtrise de l'antenne. Il a créé Face à France, qui était une émission tout à fait remarquable où tout le monde pouvait s'exprimer. Il y a eu beaucoup d'inventions et d'innovations, y compris dans le domaine sportif, y compris dans la météo, y compris dans le domaine de la protection des animaux avec le docteur Rousselet-Blanc. Tout cela, effectivement, ça a été une véritable révolution. Oui, et ensuite, Jean-Luc Lagardère a repris la chaîne et vous racontez dans ce livre la raison pour laquelle il a voulu avoir une chaîne de télévision. C'est parce qu'il avait été humilié un jour à New York. Oui, il avait acheté aux États-Unis une société, je me souviens plus laquelle, peu importe, et à l'issue du conseil d'administration des deux sociétés, c'est-à-dire Hachette et puis l'autre société, le président de l'autre société qui venait d'être achetée par Jean-Luc Lagardère lui a dit quel est le nom de votre réseau de télévision en France? Et il a été obligé de dire mais j'ai pas de télévision. Et c'est un peu comme si quelqu'un vous faisait passer le permis de conduire et que vous lui demandiez mais qu'est-ce que vous pilotez comme voiture? J'ai pas de voiture. Donc il a été humilié, il a vu dans le regard de l'autre un regard de commisération et c'était une obsession pour lui d'avoir un réseau de télévision. Il a inventé des émissions, je crois qu'il y a eu 22 nouvelles émissions sur la grille lorsqu'il est arrivé, mais l'information c'était plus une priorité alors que vous étiez là pour l'information, Jean-Claude Bourré. Oui, on lui avait dit on vous appuie pour racheter la 5, pour devenir actionnaire majoritaire à une seule condition, entre autres, c'est que il y ait plus de démocratie directe. Donc plus de duel sur la 5, plus de vote des téléspectateurs. Je comprends pourquoi, parce que chaque fois qu'il y avait un député socialiste ou un ministre socialiste qui venait alors qu'ils étaient au gouvernement et que les gens votaient, le gars il obtenait 10, 15 ou 20% et son adversaire soit 80 ou 90%. Donc ça fait dire que la télévision était de droite, voire d'extrême droite. Enfin, vous savez, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de la rage. Et donc, petit à petit, ça a été la chute, jusqu'à l'écran noir. Et vous racontez ces moments qui sont des moments qui sont très présents dans votre mémoire et qui vous ont marqué à vie, Jean-Claude Bourré. Ah, mais je ne suis pas le seul. Ce qui me frappe, si vous voulez, l'autre fois, j'étais avec un ambassadeur, je dirais pas le pays, il m'a dit, on a regardé la fin de la 5, c'était il y a 30 ans, avec ma fille, qui devait avoir 14-15 ans à l'époque, et elle a pleuré. Et ça l'a marqué. Et il y a beaucoup de gens qui ont été marqués par cette soirée où je fais le décompte final 5, 4, 3, 2, 1, 0, et puis il y avait un générique spécial qui a été diffusé une seule fois. Bien sûr, la mort d'une chaîne en direct, ça a marqué les gens. D'autant que c'était, je le rappelle, à l'époque, la première fois qu'il y avait une chaîne privée. Alors que maintenant, il y en a 250. Mais vous avez à l'époque créé une association de défense de la 5 sans imaginer la pagaille que ça créerait ensuite et même les rumeurs que ça ferait courir autour de vous, Jean-Claude Bourré. Ah ben Bourré a volé l'argent de la 5, ça je l'ai lu, entendu 150 fois. Ça s'est un petit peu calmé quand même. Mais il y a encore pas très longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit mais qu'est-ce que vous avez fait de l'argent de la 5? Sous-entendu, vous l'avez mis dans ma poche. Ben, je vais vous le révéler en exclusivité aujourd'hui, en ce début d'année 2024 sur Sud Radio. Attendez que je dise pas de bêtises, en 1994, quand l'association de défense de la 5 a arrêté ses fonctions, on savait qu'on ne ferait pas renaître la 5, donc on a tout arrêté et on a tout laissé en stand-by, y compris l'argent qui restait dans l'association. Il y avait l'équivalent de plus de 30 000 euros quand même à l'époque. Cet argent n'a pas bougé depuis 30 ans. Il y a toujours plus de 30 000 euros dans la caisse de l'association. Et donc j'ai dit c'est complètement idiot de laisser cet argent végéter, il ne sert à rien. Alors j'avais deux choix, ou je louais un avion privé, je faisais venir 2 superbes filles et puis j'allais passer un week-end à Tamanrasset, ou alors je faisais une bonne action. Inutile de vous dire que évidemment la première solution ne m'a même pas traversé l'esprit, c'est une plaisanterie. Donc j'ai décidé de verser cet argent
à l'Ami de Pain, qui est une association qui existe depuis 130 ou 140 ans, qui s'occupe des sans domicile fixe. Et ils ont reçu ce chèque de 30 000 €. Ils étaient fous de joie parce que vous savez qu'en ce moment, en janvier, début janvier 2024, il y a malheureusement beaucoup de gens qui sont dans la rue, qui n'ont pas les moyens de survivre. Et on a fait une bonne action. Je le dis à tous ceux qui pourraient se demander ce qu'est devenu ce fameux argent de la 5, dont certains m'ont accusé d'avoir détourné les fonds. Il y a beaucoup d'autres informations dans ce livre que vous co-signez avec Bérangère Danigo, Jean-Claude Bourré, La 5, l'histoire secrète, chez Guy Daniel, un livre absolument passionnant, et je crois qu'on saura enfin tout sur la 5 et beaucoup de choses sur vous. Merci de l'avoir écrit. Merci et bonne année à tous vos auditeurs. Merci, Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.